Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Combier. Arnaud Combier de ArcDS va nous présenter comment protéger les actifs critiques et notamment industriels des attaques protocolaires. Arnaud, tu as la parole. Merci Hervé, bonjour à tous. Merci à vous de votre invitation. Moi, je suis très heureux de partager ce sujet avec vous qui me passionne énormément depuis de nombreuses années. Donc, je suis le fondateur, le président fondateur de la société Arc Data Shield, hein. C'est un projet qui a pas mal d'années, que j'ai commencé en 2018. Et la société existe depuis 2022 et nous sommes commercialisés depuis début 2024 lors de notre première exposition au FIC. Donc moi j'ai un parcours d'ingénierie en automatisme et contrôle commande industriel. Et puis depuis 2012, j'ai travaillé pour des installations intéressant la défense, voilà, pour la Marine nationale DGA et puis après pour le CEADA. Donc c'est dans cette époque-là qu'il y avait eu effectivement des évolutions de la de pratique, effectivement, où la loi de programmation militaire qui s'arrêtait avant en termes de cybersécurité, enfin, en termes de sécurité des systèmes d'information à l'époque, s'arrêtait la partie IT. Et puis, suite à Stuxnet, etc., on s'est dit que peut-être il serait judicieux de s'occuper de la partie OT. Et donc, dans cette époque-là, il a fallu un peu regarder ça dans le détail. Donc, c'est là qu'effectivement, j'ai trouvé qu'il nous manquait des briques, malgré le fait qu'il y ait quelques éléments qui existaient pour pouvoir répondre aux besoins, en particulier aux besoins industriels, et ce qui nous a permis de développer la solution que je vous présenterai dans un deuxième temps. En premier temps, d'abord, le sujet qui est effectivement le cloisonnement fort, la technologie AirGap, et qu'est-ce que c'est, quelles sont les différentes solutions qui existent, et puis en quoi ça peut aider dans certains cas. Voilà. Euh, donc effectivement, le sujet était vraiment celui-là. Comment on va faire en sorte de protéger non pas la communication, parce qu'effectivement, la communication, c'est un moyen d'échange de données, mais comment on va protéger les actifs, que ce soit des actifs matériels, c'est-à-dire les machines de production, ça peut être effectivement des cubes de chlore, ça peut être des centres de traitement d'eau pour alimenter des villes, etc., en eau potable, etc. Tout ce qui peut être critique, que ce soit au terme de la nation, que au terme de départements, de métropoles, d'organisations ou d'entreprises, pour pouvoir rendre leur service critique pour l'entreprise, c'est-à-dire critique dans le sens où cet actif, s'il est perdu, peut mettre en cause la survie de l'entreprise. Donc, on n'est pas obligé de parler criticité dans le sens étatique, c'est vraiment criticité à toutes les échelles. Euh, le gros sujet, on va revenir aussi, bien évidemment, qui dit AirGap, qui attaque protocolaire, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Alors, on ne va pas faire le détail de toutes les attaques protocolaires, comment ça fonctionne, etc. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va simplement s'arrêter effectivement de dire comment un attaquant, avec ses différents outils, pourrait accéder à un actif qui serait critique et donc on ne souhaite pas, on souhaite se protéger de ce genre d'action. Euh, alors, le cloisonnement fort, effectivement, c'est une technologie qui est extrêmement ancienne, tout simplement parce que, effectivement, au début, on s'était dit, on ne connaît pas les risques, on ne sait pas se protéger, donc les systèmes critiques, on les isole. À partir de ça, au début, ça se passait bien, mais la quantité de données est telle que finalement, les moyens mis en œuvre rapidement ont trouvé leurs limites. Il a fallu trouver d'autres solutions. Pour revenir sur la définition, parce qu'on va y venir après, derrière le nom de cloisonnement fort, le nom d'AirGap, il y a beaucoup de solutions qui utilisent ces termes-là et qui ne sont pas forcément identiques, ni en termes de service, ni en technologie embarquée, et n'offrent pas forcément le même service. Alors à la base, AirGap, c'est simplement pour dire on a coupé toutes les communications entre un réseau et un autre. Ni par l'air, ni par Wi-Fi, ni par tout ce qu'on veut, et encore moins par câble. Il n'y a pas de communication entre les deux réseaux. Et on a physiquement séparé ces deux réseaux. Et à partir de ce moment-là, on dit qu'on est AirGap. On ne va pas rentrer dans des cages de Faraday, etc., etc. Restons basiques sur l'élément de base. Un AirGap, on sépare les deux réseaux. Et à partir de là, allez, on avait effectivement souvent un système d'apport sous forme de médias mobiles avec station blanche, etc., pour répondre à ce besoin d'échange. Euh, la notion de segmentation réseau,
n'est pas du tout la même. Donc là, effectivement, c'est quand même intéressant de revenir sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, autant cloisonnement fort, c'est-à-dire fort dans le sens où on amène une protection qui est physique. La segmentation réseau, elle, va faire une séparation des différents flux, des différentes données, de façon fonctionnelle, de façon logique, de façon logicielle. On n'est pas du tout dans les mêmes catégories. Il y en a une qui va être extrêmement prévue pour être extrêmement rapide, avoir tout un tas de traitements des données. Par contre, son niveau de protection est potentiellement faillible à partir du moment où il y aurait des vulnérabilités logicielles qui pourraient être exploitées ou des erreurs de paramétrage ou des bugs logiciels. Alors, bien évidemment, aucun logiciel n'est parfait. Donc pas dans l'aéronautique. Le nombre effectivement de bugs par millier de lignes est plus réduit, mais n'empêche qu'il y a toujours des bugs. Donc effectivement, l'aspect logiciel, il faut le considérer non pas quelque chose de... C'est pas parce que c'est pas efficace, c'est que ce n'est pas parfait, c'est pas du tout la même chose. Et donc effectivement, ce qui va nous intéresser quand on protège les actifs critiques, c'est qu'il n'y ait jamais de possibilité de l'attaquant de pouvoir prendre la main sur ces actifs. C'est au niveau de l'objectif que ça ne suffit pas quand on obtient une protection logicielle. Euh, Deuxième point, la segmentation réseau n'a pas le même objet que le cloisonnement fort. Une segmentation réseau, c'est d'apporter de la protection à de la communication. Mais ça veut dire qu'à la base, je veux établir une communication entre deux systèmes. Le cloisonnement fort, c'est que je ne veux pas établir de communication entre deux systèmes parce que je veux protéger l'actif lui-même. Donc, donc, dans un côté, on s'oriente à se travailler sur l'actif, matériel ou immatériel, que l'autre, on s'oriente sur travailler sur le moyen de la communication. Donc, effectivement, ce paradigme de base fait beaucoup de différence sur la suite. Donc, voilà ce qui est marqué. Le but de segmentation, c'est la protection des flux des données, alors que le but du cloisonnement fort est de protéger les actifs de toute attaque protocolaire. Effectivement, on peut utiliser des pare-feux pour segmenter plein de choses, mais par contre, à la fin, ce n'est pas le même travail. Alors, euh, l'historique, non, ce qu'on disait un petit peu, là je refais un petit point. Effectivement, je commençais sur des PB15, etc., à flasher des EPROM et des programmations en hexadécimal. Tout à fait, à l'époque, réseau, ça n'existait pas, des bus de terrain, c'était le début. C'est pas le sujet. Dès que ça s'est commencé à se répandre au niveau industriel, on a commencé à avoir cette problématique donc de sécurité des systèmes d'information qui a été pris à bras le corps. Et on a eu les premières diodes réseau en particulier, qui était le premier outil qui s'occupait de la protection des actifs en permettant effectivement une communication strictement unidirectionnelle, avec aucune possibilité physique de retour. Donc ça, c'était très intéressant. Pourquoi ça a été développé? C'est souvent dans le cas. C'est que c'est une innovation demandée de besoins issus de la défense. On va du moins confidentiel au plus confidentiel et on ne peut pas faire marche arrière. Donc ces avancées technologiques étaient dues aux besoins de la défense qui voulait préserver donc quoi? La confidentialité. Donc nous sommes bien dans une démarche en l'objectif numéro un, confidentialité, non pas l'intégrité, et qui permet effectivement de s'assurer de ça. Vers les années 2000, bon, effectivement, ça a continué à progresser. En 2010, c'est là où, par exemple, on s'est dit, tiens, il y a un petit problème, parce que, cas de Stuxnet, par exemple, hein, on s'est rentré dans le détail de comment le virus a réussi à rentrer sur les centrifugeuses iraniennes, etc., par tout un tas de petites clés USB d'un côté, qui est passé chez machin, qui est passé chez bidule, automate, etc. Ce qu'on peut dire de ça, effectivement, c'est que la partie outil était considérée à cette époque-là par la loi de programmation militaire, n'était pas considérée tout simplement. Donc, la cybersécurité, ça s'arrêtait à l'IT. Donc, on prend la loi de programmation militaire avant 2012, ça s'arrêtait à l'IT. Et donc, effectivement, ce n'était pas du tout considéré. Sauf qu'on s'est aperçu que beaucoup d'équipements critiques sont communicants, sont branchés, et ça posait des problèmes. À partir de là, il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées, donc pas que outils. On parle par exemple surtout des sauvegardes. On s'est aperçu qu'effectivement, la règle qui était proposée de base, 3-2-1, d'avoir trois sauvegardes, donc deux types de supports différents dans un hors-site. Le hors-site, à l'époque, c'était on prend la bande sous le bras et on l'amène à l'extérieur. Mais sauf que le hors-site, ça s'est transformé rapidement en cloud. Effectivement, pour l'incendie, ça a bien résolu notre problème, mais pour l'attaque par ransomware, pas forcément. Si l'attaquant prenait la main sur les serveurs de sauvegarde, il avait aussi forcément les accès nécessaires au cloud, etc., etc. Donc sont arrivées d'autres solutions qui sont les solutions Worm,
euh, d'immuabilité, des solutions de segmentation avancée et qui ont permis de faire des mix pour répondre à ces problèmes-là. Euh, je vous rappelle effectivement un petit sujet que l'ANSSI a mis en avant, c'était qu'une solution de sauvegarde en ligne reste considérée comme plus robuste qu'une solution WORM. Tout simplement parce que les solutions immuables, d'abord, ne se valent pas, premier point. Deuxième point, elles sont dépendantes de leur durcissement. Il ne faut pas oublier que c'est une solution logicielle. Si on devient route sur l'OS sous-jacent de la solution immuable, ben, on a perdu. On n'est plus immuable. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui peut poser problème, c'est que l'immuabilité comprenne une certaine complexité. Donc, quand on met en œuvre de l'immuabilité, on a tendance, elle est fortement, il faut penser qu'on dégrade la disponibilité parce que la donnée, elle est plus native chez soi, à côté de soi. Elle est potentiellement en cloud, elle est potentiellement sur des formats qui sont chiffrés, donc potentiellement avec d'autres problématiques de bugs ou autres, et que effectivement, il faut bien tester son PRA et son plan de gestion de crise pour vérifier que tout peut être restauré et dans des situations de crise. Donc, c'est une solution qui est beaucoup plus complexe, qui apporte plutôt, aux États-Unis, ils n'utilisent pas, Vim n'utilise pas la fonction, le terme immuable. Ils disent la sauvegarde renforcée, et ils ont tout à fait raison, parce qu'effectivement, c'est immuable, c'est un terme commercial, mais ce n'est encore une fois, c'est logiciel. Voilà. Ça, on a beau avoir de la data sous forme elle est bien stockée à quelque part physiquement, ce n'est pas le sujet, mais la solution qui la gère, elle est logicielle. Les avantages d'un air gap matériel. Donc effectivement, il y en a plusieurs et ça répond à ces problématiques-là en particulier. Alors, un, la réduction drastique de la surface d'attaque. Donc d'un côté, effectivement, on a les tendances parce qu'on a un besoin de communication, on a un besoin d'échanger de données, et toutes les entreprises ont besoin d'avoir de plus en plus de data pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir améliorer leur rendement. Mais pour certains actifs critiques, parfois, ça peut être trop coûteux, où on a tellement augmenté le périmètre ou la surface exposée que ça peut être contre-productif. Donc, l'AirGap, lui, va permettre effectivement, de résoudre cette problématique. On va réduire fortement le périmètre exposé. Bien sûr, on va bloquer les mouvements latéraux. Par rapport à une segmentation dans une architecture, si on arrive effectivement à une impasse physique, eh ben, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de possibilité pour l'attaquant de faire une méthode protocolaire, de scanner ce qu'il y a comme ordinateur dans ce réseau et d'exploiter les vulnérabilités. Un gros sujet aussi, c'était la protection des sauvegardes et des données critiques. De les passer hors ligne, c'est un sujet qui est extrêmement important. Il y a tout un tas d'opérateurs cloud qui ont gardé finalement, et voire même qui remettent en place des solutions de duplication hors ligne, soit sur bande ou soit avec notre solution, on en parlera après, qui permet effectivement d'être certain que, quel que soit le niveau d'attaquant, on a eu des data centers en France qui étaient pourtant qualifiés aux données santé, etc., qui se sont pris en ransomware. Les attaquants n'ont pas extrait les données en clair, par contre, ils ont mis en panne tout le data center. Et pour les clients, ben, ça a été des semaines et des mois d'attente pour pouvoir récupérer ça. Finalement, c'est un sujet qui est important et qui n'avait pas forcément été considéré à la hauteur du risque. La résilience, effectivement, on se retrouve dans un cas où le périmètre il est réduit, il est connu, il est clair, il est identifié, donc on peut faciliter la continuité d'activité. Et ça, pour beaucoup d'actifs, ça peut être extrêmement intéressant. C'est-à-dire que quand on est en gestion de crise, on s'est pris un ransomware sur sa partie IT, on sait que la partie OT a été protégée, on sait que ses sauvegardes ont été transférées hors ligne, on est dans des conditions idéales pour pouvoir effectivement déployer son PRA, excusez-moi, pour pouvoir effectivement corriger ça. La maîtrise des échanges, donc effectivement, ça aussi c'est un gros sujet. C'est pas que des données entrantes, c'est aussi l'exfiltration de données. Il y a eu bien évidemment beaucoup de cas de gros acteurs qui ont pu perdre de la propriété intellectuelle, hein, qu'on a effectivement dépensé beaucoup d'argent d'ingénierie pour développer des produits, des films, des jeux vidéo, etc. Et finalement, avant que le produit soit prêt, il a été exfiltré et voilà, diffusé, et donc lui a fait perdre la plus grande partie de sa valeur. Donc effectivement, ça c'est un gros sujet, l'exfiltration de données pour tout un tas de contraintes réglementaires ou économiques.
La réduction du risque en interne, effectivement, ça aussi, pour tout un tas de raisons, mais même aussi, ne serait-ce que d'erreurs, on pouvait avoir effectivement des flux qui, au sein de, il y a tout un tas de VLAN, des flux qui vont prendre plus de bandes passantes que prévu, on n'a pas mis effectivement de minimum, il peut y avoir effectivement des systèmes critiques qui se retrouvent altérés, des fonctionnements de contrôle-commande industriel qui sont altérés, parce que les parties IT ont grossi, ont des nouvelles applicatifs, et ça a un impact sur les transmissions des flux industriels. Gouvernance et conformité, bien évidemment. Dès on était, ça commençait par la France qui a mis ça en premier, donc on peut dire chapeau, tout ce qui était OIV. Il y avait à peu près 300 acteurs qui avaient été identifiés comme opérateurs d'importance vitaux, NIS 1. Et puis, cette bêtise, c'était 28 règles d'or. Non, c'est 28. Donc, j'avais accompagné un opérateur en pétrochimie pour être conforme NIS 1. Et puis, l'Europe a trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc, ben, ça s'est transformé en OSE, NIS 2. Et aujourd'hui, NIS 2, ça peut être en France à peu près au minimum 10 000 entreprises, opérateurs et institutions qui vont devoir mettre en œuvre NIS 2, qui est une belle avancée, c'est-à-dire réglementairement, on va pousser les différents acteurs qui ont des systèmes critiques pour les services à la nation, à la population ou parce qu'ils fabriquent, d'être au niveau de robustesse. Dernier point, simplicité du modèle. C'est ce que revient effectivement, c'est de se dire, en particulier dans ce qui est industriel, c'est que des équipements industriels, ils ont des durées de vie de 10 ans, 20 ans. Si on met un actif logiciel qui a une durée de vie de 2 ans, 3 ans, c'est très problématique. On n'a pas le temps de le mettre en œuvre, de commencer à l'exploiter. Ces systèmes-là ne peuvent pas être arrêtés, modifiés et repassés en production. Il y a les coûts de modification sont trop importants. Donc effectivement, les industriels qui veulent une pérennité dans le fonctionnement s'attendent effectivement à avoir des outils qui sont en rapport de la durée de vie des installations. Quand on a son barrage, etc., on n'a pas envie de changer toutes les 5 minutes les automates qui le contrôlent. Donc ça, c'est un gros sujet qui est très important. Quand on a des fours pour couler du verre. Quand on arrête un four, il faut casser le four pour pouvoir le redémarrer. Le fer a figé, on n'a plus qu'à le casser. Donc il y a tout un tas d'acteurs en flux continu qui demandent effectivement d'avoir des systèmes de longue durée de vie. Et effectivement, d'utiliser des air gaps a beaucoup d'intérêt pour ce genre de domaine. Alors, on le disait tout à l'heure au début, l'utilisation du terme air gap est utilisée pour différentes technologies qui sont très différentes, donc et dont le service n'est pas forcément le même. Donc, je ne vais pas le faire. J'en ai fait quelques synthèses, il y en a beaucoup. Alors, air gap, comme on disait, normalement, c'est une séparation physique, il n'y a pas de communication. Par contre, ce terme, comme il est très chouette et très marketing, c'est très bien, il est utilisé souvent même pour des solutions logicielles et finalement qui sont basées sur des segmentations. Donc ça, c'est un premier point. Encore une fois, les solutions immuables, elles sont très fortes, elles sont renforcées. Ça offre une protection de ces sauvegardes qui est très avancée, qui est extrêmement intéressante. Par contre, effectivement, on ne peut pas dire que c'est le même niveau qu'un airgap. Voilà. Encore une fois, il y a des possibilités. Ça va dépendre du niveau de durcissement et de résistance des systèmes logiciels qui le portent. On a alors après, dans les équipements physiques, il y a des équipements physiques qui sont, dans les fabricants disent que ce sont des air gaps, mais qui sont des air gaps logiques, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt qui sont basés sur un système de diodes logiques, d'accord? Donc ça aussi, donc c'est pas tout à fait le même, c'est le type de fonctionnalité d'air gap, mais par contre la façon de le réaliser logiciel, même si c'est durci. Et puis, on a aussi les air gaps qui ont été temporaires, c'est-à-dire qu'on a un équipement qui coupait la communication entre deux réseaux et de temps en temps la rétablissait afin de faire une sauvegarde, un échange à heure fixe, sous événement, etc. Donc, il y a eu toute une gamme pendant une certaine période de produits comme ça qui était intéressant pour répondre à certains besoins. Et puis, il y a eu aussi des air gaps partiels. Alors, pourquoi je dis partiels? Parce qu'on disait qu'air gap, il n'y avait aucun flux. Et il y a air gaps qui sont physiques et qui offrent un flux durci. Donc, au lieu d'avoir la possibilité d'avoir plein de flux comme un pare-feu et qu'on va filtrer, effectivement, il y a des éditeurs qui font des solutions sous base de FPGA qui vont figer un flux et durci et qui va permettre effectivement d'échanger à partir de ce flux unique. Donc, mais il y a un flux. Donc, effectivement, c'est un air gap partiel. Et puis, comme on disait tout à l'heure, un des premiers, c'était l'air gap unidirectionnel, la diode réseau, hein, pour échanger de façon unidirectionnelle entre deux réseaux.
On va venir à ces différentes technologies après, hein, dans le détail, et aussi faire un petit point sur un autre plan, qui est le plan plus SGDSN, en fait, donc l'instruction basée sur l'instruction interministérielle 900, qui est un des documents chapeau qui sert à l'ANSSI, duquel découlent à peu près tous les guides et tous les conseils. C'est pas un document opérationnel pour faire c'est un document qui donne des contraintes pour un ensemble. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ces documents-là, c'est que on va effectivement, donc ça donne des recommandations pour les données, la protection des données sensibles, et qui deviennent des obligations pour ce qui est des niveaux de diffusion restreintes. Alors, pour reprendre un tout petit peu, ça vient du monde de la défense, hein, bien sûr, hein, toujours, on revient sur notre diode qui était issu de ce monde-là. On a dans le monde de la défense, on parle de déodiffusion ouverte, donc ça, c'est effectivement, ce sont les données courantes. Après, de niveau toujours pas classifié, ce sont des données sensibles à protéger, donc on appelle ça les DR, diffusion restreinte. Et au-dessus, après, on a les données classifiées, classifiées secrets, classifiées très secrets, etc. Et puis, donc, en fonction de cette classification de ces données à protéger ou à classifier, il y a effectivement les ICS qui les contiennent. Les réseaux vont être catégorisés, classe 1, classe 2, classe 3. Et en fonction de ces classes, on va leur donner si elles ont le droit de communiquer de façon extrêmement protégée, mais de communiquer quand même ou pas du tout. Alors, quand je dis communiquer, c'est d'avoir au moins un flux, même s'il a tout un tas de segmentation de travail dessus. Alors, le petit schéma à côté, j'ai pris juste deux petits exemples. Euh, alors, un exemple, parce que c'est quand même, là, on est dans le domaine industriel, hein, parce que donc ces systèmes-là, la défense s'en sert parce que c'est sur toutes les installations industrielles qui intéressent la défense, quand on fabrique son avion, son bateau, son accélérateur de particules, son missile, etc. Donc, effectivement, les couches industrielles sont souvent de ce type DR et répondent à ces besoins-là. Alors, pour les passerelles de classe 1, eh ben, on avait un problème, c'est qu'on a besoin d'échanger beaucoup de données, comme tout le monde, et on s'est dit, oui, mais c'est pas si critique que ça, ce sont des équipements industriels, mais néanmoins, c'est à protéger, comment on fait? Eh ben, l'idée a été de se dire, ben, on va permettre, on oublie effectivement, bien sûr, on protège l'entreprise avec un premier pare-feu, on a sa DMZ, on a son SI SUL, et ensuite, effectivement, on a sa passerelle de classe 1 qui va séparer son SI sensible. Cette passerelle de classe 1, finalement, c'est quoi? On s'est dit, bah, on va, oui, autoriser une communication, mais dans ce cas-là, on va demander de mettre en œuvre deux pare-feux, un qui peut être classique et un qui doit être certifié obligatoirement. Et au milieu, d'avoir un système de proxy, de rebond, pour pouvoir effectivement limiter les possibilités de l'attaquant, fortement limiter les possibilités de l'attaquant de passer cette passerelle de classe 1. C'est l'ensemble de ces deux pare-feux et l'ensemble de ces proxys qui forment la passerelle de classe 1. Ça veut dire que pour un industriel, je vais dire, bah, tiens, ça va pas une classe de passerelle, une passerelle de classe 1, je vais l'acheter, je la mets dans mon SI et j'ai cloisonné mon système industriel. Alors, pas si simple, parce que c'est pas un objet, c'en est plusieurs, avec tout un tas de choses. Donc, ça fait un ensemble qui est très complexe à maintenir. Donc, la défense a les moyens de se payer ce genre de choses. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à déployer. Alors, bien sûr, quand on a un opérateur qui a des centrales nucléaires ou ce genre de choses, on a l'habitude de faire ça. Mais pour un industriel, le rapport efficacité-coût est quand même extrêmement lourd à porter. C'est là qu'on a effectivement le système beaucoup plus classique qui était en œuvre jusqu'à présent, qui est effectivement, bah, on reste sur un air gap physique, on a cloisonné notre SI sensible, et on a par exemple son média mobile, sa station blanche sur lequel effectivement on va faire les analyses, et qui va nous permettre de ne jamais établir de communication. Voilà. Donc, le niveau de sécurité du deuxième schéma est supérieur à celle de Cloud. Par contre, on ne va pas faire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, on a des flux du temps réel, c'est-à-dire que l'autre, on n'en a pas. Donc, effectivement, il va falloir jongler entre ces deux sujets. Enfin, jusqu'aujourd'hui, on devait jongler entre ces deux sujets. Voilà pour exposer un petit peu les termes de base. Donc, on se retrouvait pour schématiser, c'est que AirGap, c'est super. Au niveau cybersécurité, c'est génial. Par contre, c'est difficile à exploiter parce que justement, on aimerait bien avoir ces transferts d'informations de façon beaucoup plus facile à mettre en œuvre et qui répondent facilement à différents besoins. Le dernier point, c'est ce qu'on a en particulier sur le guide de cybersécurité des systèmes industriels ANSSI, c'est que
disent sur les systèmes critiques, ils disent, bah, c'est sympa de mettre un air gap, mais là, notre problème, c'est qu'il faut le maintenir à jour son parc isolé. Et là arrive un deuxième sujet, effectivement, c'est que j'ai isolé mon parc, c'est très bien, mais j'ai mes autres contraintes. Il faut que mes postes soient à jour. Si jamais il y a une introduction d'une clé USB, si jamais ici, il y a jamais ça, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il faut administrer tous ces postes-là et les maintenir à jour. Mais si je les maintiens à jour, je ne suis pas connecté vers l'extérieur, ça va me demander quand même pas mal de travail à récupérer mes paquets de mise à jour avec mon WSUS en ligne, avec mon SSCM, avec ci ou avec ça. Donc, alors c'est un peu en dehors, mais effectivement, aujourd'hui, on a un français, c'est Tranquille IT, il y a une solution WebPT. J'aime beaucoup voilà, qui permet effectivement de pouvoir récupérer les paquets et ils ont toute une stratégie qui sont certifiés, ils sont en renouvellement de certification CSPN, qu'ils avaient déjà obtenu, qui permet effectivement de mettre à jour un réseau isolé. Donc pour dire, et c'est pas le seul, hein, il y a Tanium qui fait ça, il y en a d'autres, on préfère plutôt le français que le grand américain, mais voilà. Pour revenir à notre produit qui va, non pas encore, mais on va venir les différentes technologies, donc segmentation et cloisonnement matériel, hein, pour revenir un petit peu, parce qu'après on va partir effectivement sur cet aspect-là. Vite encore. La segmentation, comme on disait effectivement, donc un pare-feu matériel, c'est un ordinateur dédié avec une couche applicative logicielle. Donc quel que soit le niveau de qualité de cet équipement, si l'attaquant peut effectivement exploiter une vulnérabilité et de venir prendre les droits nécessaires. Et donc finalement, cet équipement, on a acheté son pare-feu certifié, on a pris son DANSI, on a tout mis en œuvre correctement, on n'a rien oublié. Peut-être dans un an, on viendra vous dire, ah, ben, excusez-moi, mais effectivement, il y a une vulnérabilité de 9,9 et il y a quelqu'un qui est dans tes réseaux, tu ne l'as pas vu, parce qu'il a abusé de ton pare-feu, même si tu l'as mis en œuvre parfaitement suivant les règles là. Donc c'est pour ça qu'on revient au sujet. Ça renforce la sécurité des communications. Ça n'offre pas de certitude sur la protection des actifs malades. Les deux équipements qui étaient sur le marché pour répondre aux besoins donc, de cloisonnement fort, donc on avait, comme on l'a évoqué, des passerelles à rupture protocolaire. Donc on a un guichet sur le réseau exposé, on a un guichet sur le réseau sécurisé. On va recevoir les données issues de protocole, on va désencapsuler, on va faire passer la charge active de la donnée par le flux durci, et à l'arrivée, on va re-encapsuler et livrer. Très intéressant, on n'a plus qu'un flux durci, donc on a quand même réduit beaucoup de périmètre. Et puis, on a coupé les couches basses, donc toutes les couches transport, l'IP, etc. Donc, effectivement, on a pu alléger tout un tas d'informations. Ça. Par contre, effectivement, c'est un air gap partiel. Par contre, on se retrouve toujours avec un flux. On en a besoin pour certaines choses, on a besoin de flux, c'est très bien. Pour d'autres, effectivement, c'est peut-être pas suffisant. Le deuxième point, c'est pas le produit lui-même qui pose problème, c'est que une passerelle à rupture protocolaire, c'est très bien, elle fige un flux. Mais après, qu'est-ce qu'il faut analyser les données. Donc effectivement, on se dit, ben, super, j'ai un flux, mais après, il me faut aussi une analyse antivirale, il me faut être un contrôle de type, de signature, de chiffrement, déchiffrement, etc. Donc si mon objectif numéro un, par rapport à mon activité, c'est la confidentialité, et moi je reçois des données chiffrées, je dois les déchiffrer. Donc mon proxy de déchiffrement, je vais le mettre en aval du côté sécurité, sécurisé. Donc je vais recevoir mes données chiffrées, je les fais passer dans mon flux ou autre. Et là, je vais les déchiffrer. Par contre, en les déchiffrant, peut-être que je m'aperçois qu'il y a des données illégitimes qui sont dedans. Donc, à quelque part, on a dû choisir que si je dois choisir entre confidentialité et intégrité, si la confidentialité en numéro un, je vais déchiffrer à l'intérieur du réseau sécurisé. Si intégrité est en objectif numéro un, donc dans ce cas-là, je vais déchiffrer avant mon réseau sécurisé. Donc, je vais mettre mon proxy en amont, je vais déchiffrer. Comme ça, je suis certain de ce qu'il y a dedans. Et dans ce cas-là, je vais faire passer les données qui m'intéressent et pas faire passer les données qui ne sont pas souhaitables. Donc, ce n'est pas l'équipement lui-même, c'est le fait d'avoir un guichet sur chaque réseau oblige effectivement d'avoir des proxys en amont en aval. Le deuxième sujet, c'est comme on a un sujet, je ne parle pas d'un fabricant particulier, d'une façon générale en théorie, comme on a un guichet sur chaque réseau, une partie de la sécurité est portée d'un côté ou portée de l'autre. Voilà, ça c'est deux points structurels à résoudre. Le deuxième produit en hardware qui fait du cloisonnement fort, effectivement, c'est la diode réseau dont on a parlé tout à l'heure. Finalement, au lieu d'avoir un flux entre les deux réseaux, on se retrouve avec un flux mais unidirectionnel. Donc, on a encore coupé la moitié des possibilités.
Donc là, la défense, j'ai dit, OK, ben moi, de toute façon, c'est nickel parce que tout ce qui va rentrer ne va pas ressortir. Et la défense, c'est confidentialité en numéro un. Donc au moins, le problème, il est réglé. Ça ne ressortira pas. Par contre, est-ce que c'est exploitable pour les industriels, etc. Hormis quelques cas rares, très peu. Très, très peu. Je rencontre beaucoup, beaucoup d'industriels ou autres qui n'ont même jamais entendu parler des diodes parce que ça ne correspond pas à ce domaine d'activité. C'est trop compliqué, encore une fois, quand vous avez rajouté vos proxys à moi. Donc de là, eh ben, moi je trouvais que ces deux produits n'étaient pas suffisants, les trois produits n'étaient pas suffisants, et donc là j'ai réfléchi à ça, et puis donc j'ai déposé, trouvé une solution, déposé les brevets, etc. Et donc c'est le schéma que vous avez en bas, qui lui, au lieu d'avoir un guichet sur chaque réseau, euh, on n'a pas fait ça. On a fait, on a reprend le point de base, c'est-à-dire pour transférer des données entre deux ordinateurs, mettre un tuyau en Ethernet, et puis arriver à une autre sécurité pour renforcer. Je n'ai pas fait ça. J'ai enlevé la problématique, la communication. J'ai remplacé, parce que qu'est-ce qu'on veut au fait? C'est échanger des données. La communication est un moyen. J'en ai un autre, des échanges asynchrones. Donc j'ai mis un système en place, donc d'échange asynchrone électronique, qui fait que, tel que vous le voyez représenté là, on va récupérer les données du guichet B, du côté exposé, sur un média de transfert qui va être commuté devant le contrôleur. Et dans le contrôleur, on va appliquer ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on avait des proxys soit d'un côté, soit de l'autre, c'est-à-dire une analyse antivirus, un contrôle de type, contrôle de signature, chiffrement, déchiffrement, etc. Et ça va être dans le contrôleur embarqué. Donc, cette structure qui a deux guichets et un contrôleur isolé au sein du produit, sans établir de communication, répond à plusieurs points. On n'établit jamais de communication. À aucun moment, le guichet B n'est en communication avec le contrôleur, n'est en communication avec le guichet A. Premier point. Deuxième point, on assure confidentialité et intégrité en même temps. C'est-à-dire que les données, elles vont être là, pas vérifiées en aval, pas vérifiées en amont, mais vérifiées dans un endroit isolé, dans le contrôleur qui est isolé des deux réseaux. Et que les données qui sont autorisées, seules les données autorisées vont pouvoir passer du côté sécurisé. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième, qui me manquait effectivement, je le disais tout à l'heure, c'est que sur les guichets des solutions qui à deux guichets, ben, on est obligé de faire porter une partie de la sécurité par un des guichets exposés. Nous, on a changé ça, c'est-à-dire que les guichets ne sont plus que des interfaces réseau. Les fonctions de sécurité sont portées par le contrôleur qui est isolé des deux réseaux concernés. Donc là, c'est un gros troisième énorme avantage parce que l'attaquant, il prend la main sur le guichet, il n'a pas cassé, il a pas altéré, il n'est pas atteint les biens à protéger, à aucun moment. Vous voyez que structurellement, cette architecture offre des avantages. Alors, c'est là où voilà, je reviens un petit peu plus en détail. Donc, vous voyez que nous, donc, on a trois points. Donc, on l'a nommé Digital Air Gap parce qu'effectivement, c'est bien un air gap matériel. Donc, il n'y a pas d'établissement de flux entre les côtés. On a un échange asynchrone extrêmement rapide, mais il n'y a jamais effectivement d'établissement de flux. Le deuxième point, c'est que toutes les données on peut les analyser et contrôler ni dans le réseau exposé, ni dans le réseau sécurisé, mais dans le contrôleur qui est isolé, ce qui offre différents points. Par exemple, on parle d'une analyse antivirale, parce qu'on fait transférer des fichiers. Très bien. On n'est pas éditeur d'antivirus, on va packager un antivirus. Donc, tout un antivirus, c'est un logiciel. Donc, il a ses propres vulnérabilités, bien évidemment, comme tout logiciel. Le fait d'être exécuté en environnement isolé, physiquement isolé. Donc, deux choses, c'est que l'attaquant, il ne va pas pouvoir désactiver ces paramétrages de filtrage qui sont mis en œuvre dans le contrôleur et il ne va pas pouvoir exploiter les vulnérabilités éventuelles qui sont dans le module d'analyse antivirale, le module de chiffrement ou dans le module de signature, etc. Donc on se retrouve dans un cas où, même s'il y a une alerte, certes, sur un des modules qui sont utilisés, s'il n'y a pas dans la mise en œuvre, il n'y a pas d'impact. Donc ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir fait cette séparation de lieux où on exécute les fonctions de sécurité des interfaces. Dernier point, et c'est là où on revient beaucoup sur l'I 901, l'instruction interministérielle 901 sur la protection des données sensibles, qui dit effectivement tout équipement de cybersécurité doit avoir une sortie de journalisation extrêmement robuste. Alors c'est ce qu'on a fait, parce qu'effectivement, il ne suffit pas d'avoir un coffre-fort avec 20 cm d'acier. Si ça fait 3 semaines que quelqu'un attaque au chalumeau, à un moment donné, on peut dire il va passer. Donc il faut que la journalisation soit extrêmement robuste. Et pour faire ça, effectivement, on a une sortie log qui est bien évidemment au format, donc qui est évalué par l'ANSSI, hein, parce qu'on est en fin de parcours d'évaluation CSPN. On l'a fait évaluer en code ouvert, mais elle est beaucoup mieux que la boîte noire, on était en boîte blanche.
Et puis, on a utilisé les meilleures librairies de chiffrement de l'ANSI, et donc on est résistant post-quantique jusqu'en 2030, etc. Voilà. Le sujet, il est que, comme vous avez compris, même si on a un produit qui est extrêmement durci, ben, on peut ne pas avoir confiance dans un élément logiciel, même si c'est l'ANSI qui l'a donné, qui l'a qualifié. Donc derrière, nous, notre sortie log est diodée. C'est-à-dire, pourquoi on a fait ça? Parce qu'une sortie log, ça peut être branché à CM, qui est une solution SaaS, cloud, etc., en fonction des cas d'usage, ce qui est tout à fait normal. Ça veut dire que ce réseau, il est gris, il n'est pas forcément maîtrisé dans tous les cas. Donc, on a fait en sorte d'avoir cette sortie-là qui soit extrêmement robuste, qu'à aucun moment un attaquant ne puisse exploiter cette sortie de journalisation pour venir altérer l'intégrité du produit. C'est physiquement impossible. C'est pour ça qu'en plus de la sortie qui est extrêmement blindée, elle est diodée derrière. Donc, l'attaquant ne pourra pas altérer l'intégrité du produit. Donc, quel que soit le côté par lequel il va prendre le produit, eh ben, on a fait un tank. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, le but du jeu, c'est pas faire un tank pour faire un tank, c'est pas l'idée. Le but du jeu, il est de se dire, maintenant qu'on a une architecture qui est robuste, on va pouvoir le mettre en œuvre hyper simple pour répondre à plein d'usages. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, je vais pas, le comparatif n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, voilà, donc notre équipement, il ressemble à ce, et c'est le boîtier qui est là. Effectivement, vous retrouvez effectivement le guichet B, le guichet A, donc les ports réseau des deux. Et à côté du contrôleur, d'un côté, il y a le port d'administration et l'autre port de log. Donc en fait, tous les ports sont physiquement séparés, hein. Donc vous voyez bien effectivement dans l'architecture du produit que c'est la philosophie effectivement d'être sur du physique. Puis bon, on a les écrans qui s'éteignent, le petit bouton qui peut clignoter, etc. Peu importe les produits et les détails. Alors à quoi ça sert? Et rapidement, on va par exemple protéger les actifs critiques. Vous avez une machine qui coûte 5 millions d'euros qui fabrique toutes les pièces de votre entreprise. Elle se prend un ransomware, on ne sait pas la remonter. On va être honnête. Enfin, moi, j'ai fait longtemps de cyber pour les systèmes industriels critiques. Plus les machines sont anciennes, moins on a de chances de pouvoir les restaurer. Il va toujours manquer un driver qui est plus disponible, etc., etc. Et cetera. Et ça ne va pas accepter. Si la machine elle est perdue, le fabricant va dire, mais moi, de toute façon, je n'interviens pas pour l'appareil, je vous envoie une nouvelle, je vous la livre dans 18 mois. La boîte, elle est morte. Elle ne peut pas attendre 18 mois pour avoir une machine neuve. Donc, en fait, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a besoin? Par exemple, on a un client qui fabriquait des pièces en carbone. Il a besoin de descendre les fichiers 3D et de remonter les rapports de production PDF. On cloisonne. Toute la partie bureautique, il a ses systèmes de sauvegarde, etc. Il peut mettre son digital airgap pour faire son duplication en ligne. Et il en met un, effectivement, pour protéger son actif critique pour son entreprise. On parle de attaque systémique qui permet effectivement de mettre, d'altérer, enfin, de détruire l'entreprise. Ouais. Alors, le deuxième sujet, je vais accélérer un peu parce que je parle beaucoup, excusez-moi, c'est utiliser ce produit pour faire du stockage hors bulle. Donc là, effectivement, ça c'est un gros sujet qui marche beaucoup. Donc on a beaucoup de clients effectivement là-dessus. Parce qu'effectivement, on va envoyer à la passerelle une copie de ses sauvegardes et la passerelle va les renvoyer de l'autre côté sur un NAS qui est donc physiquement en ligne. Donc en permanence, on livre avec notre équipement un applicatif qui va être en code ouvert, bien évidemment parce qu'il est implanté sur le serveur, on pose job, hein, le job est fini, il est bon, on dit pas de job, et ben il va regarder, il va demander un inventaire. Faut oublier que notre passerelle est bidirectionnelle. C'est impossible d'accéder à ce qui est de l'autre côté. Par contre, on peut lui demander de faire quelque chose. On peut lui demander deux choses. La première chose, c'est, bah, t'es gentil, tu vas me faire un inventaire de ce qu'il y a de l'autre côté. Donc là, le guichet B côté en ligne peut faire l'inventaire de ce qu'il y a stocké, va demander en passant aussi à SNMP quel est l'état des disques durs RAID, etc. Il vous en fait un rapport et vous pouvez mettre le certificat de votre organisation et il va le signer. Donc, à la fréquence que vous voulez, vous allez pouvoir obtenir un rapport signé sur l'état du fonctionnement d'un équipement physiquement en ligne. Très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un attaquant, il n'a pas pu vous leurrer sur l'état de fonctionnement ou d'échange avec le système en ligne. On revient sur l'automatisation, donc on envoie ça, il demande un rapport, qu'est-ce qu'il y a d'inventaire, qu'est-ce qu'il y a de stocké de l'autre côté, il regarde ce qui est nouveau et il va envoyer ce qui manque. En permanence, H24, 7 jours sur 7, le système va marcher automatiquement pour dupliquer en ligne. Le jour où vous avez une cartouche, vous ne posez pas de questions, vous ouvrez votre armoire forte dans laquelle vous avez mis le système, hop, vous dupliquez, vous remettez en marche et voilà, c'est parti. Et en B, bien évidemment, les deux, trois problématiques qui ont fait que monsieur ou madame qui était là ne devrait pas y être. Voilà, donc ça c'est un gros sujet, la duplication physiquement hors ligne qui est extrêmement intéressante et extrêmement simple et efficace. Donc on vient rajouter ça à l'existant. Oula, excusez-moi.
On vient le rajouter à l'existence, qui est extrêmement intéressant. Ici, on est plutôt R&D. Par exemple, on a son bureau d'études, etc. Sur un site, on a un bureau d'études sur l'autre, une deuxième partie de ses équipes. Et aujourd'hui, comme c'est confidentiel, eh ben, ils devaient prendre leur clé USB, Z, s'envoyer par email, chiffré, nanana, est-ce que j'ai pas oublié, j'ai pas fait une erreur, etc. C'est passé en clair. Ou j'utilise mon VPN, mais est-ce que tous les flux passent bien par mon VPN, machin, il n'y a pas une erreur de compte, etc., etc. Ou mon VPN a peut-être une vulnérabilité qui est exploitée. Bref, ici, on va pouvoir tout chiffrer, tout ce qui va sortir dans le contrôleur qui est isolé, c'est-à-dire que la clé privée de chiffrement, elle est dans le contrôleur isolé, personne ne l'a dans l'équipe. Et de l'autre côté, il va être déchiffré en entrant et mis à disposition. Et pareil, de deux sens. Donc finalement, pour les deux équipes, ils vont pouvoir échanger leurs données avec des partages réseau comme si leurs collègues étaient à côté. Et en étant certain du niveau de protection qui est mis en œuvre et qu'il n'y ait pas d'erreur humaine. Alors, les cas qu'on a vus jusqu'à présent, c'était surtout des cas de transfert d'informations sous forme de fichiers. Mais on a aussi un modèle et on fait aussi transfert d'informations issu de protocoles. Et le premier qui nous intéresse, c'est parce que c'est le plus répandu en France, c'est Modbus TCP, hein, même si la version Secure, donc il est encapsulé TLS, mais sinon nativement, il a pas de sécurité. Puis la version encapsulée TLS, elle doit être mise en œuvre dans moins de 1% des cas. Euh, donc nous, on vient faire quoi là? On vient faire la rupture protocolaire. Donc, modèle OSI, on coupe tout. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas couper les couches basses, on coupe les couches de 1 à 6 et on reconstruit la couche 7. C'est-à-dire, on va monter les clients-serveurs à la volée de chaque côté. Donc, le SCADA, il avait l'habitude de communiquer avec des automates. Il y a 10 serveurs Modbus qui sont exposés à lui. De l'autre côté, les automates ont l'habitude de communiquer avec un SCADA. Il y a un client Modbus qui est exposé de l'autre côté. Ils ont l'impression qu'ils communiquent comme avant. Mais la différence, c'est que on a mis en œuvre un filtrage en plus d'API. C'est-à-dire que si le SCADA, on va paramétrer, on va dire tu n'as le droit de lecture sur tel automate que de MW3000 à MW4000. En écriture, tu auras le droit qu'en 4100 et 4200, ah, attention, la 4108, la valeur maximum, c'est 99. Et pour le SCADA, c'est complètement transparent, jusqu'à ce qu'effectivement, si quelqu'un prend la main sur le SCADA et essaye de lui faire des actions malveillantes sur des plages d'adresses qui ne devraient pas, ou des valeurs qui dépassent ce que le matériel puisse encaisser, donc ça peut détruire le matériel, notre équipement va protéger de ça. Donc, tous les systèmes critiques, vous avez votre four, vous avez de four à verre, etc. Ça vous dit millions, mettez ça. Il y a impossibilité pour un attaquant de vous détruire le four. Aujourd'hui, si. Vous voyez, donc effectivement, notre air gap apporte une facilité d'utilisation qui remplace effectivement, qui apporte effectivement une protection intéressante pour tous les systèmes critiques, en particulier industriels, ou la protection de sauvegarde par l'application en ligne. Voilà, pardon, j'étais un petit peu long, je suis désolé. Merci beaucoup pour cette présentation.